Il est 6 heures du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Installe-toi confortablement, attrape ta boisson chaude préférée et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne écoute de ce nouvel épisode. Bonjour à tous, on est de retour pour ce Launch Day 2026 de Léonard, le programme SEED à l'honneur sur 6 heures du BAT, toute cette série. J'ai l'honneur et la chance de pouvoir recevoir Marin, cofondateur d'Up & Charge. On va parler ensemble de pas mal de choses, on va parler d'énergie, de chantier vert, de chantier durable, de problématiques d'accès à l'énergie sur chantier, sur terrain. Mais avant tout, je vais accueillir Marin. Salut Marin. Salut. Écoute Marin, donc tu as un peu les briefs de tout ce qu'on va évoquer ce matin sur 6 heures du BAT avec les auditeurs qui sont avec nous pour écouter et suivre cette série du programme le SEED, le Launch Day aujourd'hui chez Léonard. Avant de parler d'énergie, avant de parler de tout ça, je vais te demander de te présenter. Qui es-tu, ton parcours et comment tu es arrivé jusqu'à Up & Charge? Bien sûr, donc moi je m'appelle Marin Champenois, je suis le CEO d'Up & Charge et j'ai un parcours assez classique d'école de commerce. Donc j'ai fait une école de commerce et après une école d'ingénieur en master spécialisé. Et j'ai plus un background de consultant. Donc j'ai été différentes années dans plusieurs groupes de conseil. Un très gros où il y a 400 000 collaborateurs et un plus petit où ils sont 30. Donc j'ai un peu vu les différents mondes d'un point de vue conseil. Et Up & Charge, donc on fait la recherche par induction pour les véhicules électriques et ça a été lancé en 2021. En 2021, comment, en fait, l'histoire elle est assez fun. C'est notre directeur technique s'appelle Guy, qui est un peu un professeur tournesol qui a beaucoup d'idées à la seconde, qui venait de s'acheter une Tesla et il avait des problématiques pour la recharger. Et il s'est dit, mais ce serait quand même pas mal le pueur de câble pour recharger, comme pour le téléphone, hein, on connaît tous, ou même les plaques pour cuisiner. Et donc, il avait bidouillé un drone un jour qui s'est pris dans un arbre, il a été le prendre et il s'est pété le tendon d'Achille. Wow. Et véridique en plus de storytelling. Pas hyper fun pour le début. Non, pas hyper fun. Et donc, il va voir son médecin. Il parle des différents problèmes de santé par rapport à la chute. Et derrière, en fait, il y a cette idée de création d'entreprise qu'il avait, Guy. Et derrière, en fait, ensemble, ils ont agrégé d'autres patients, dont moi, pour lancer Up & Charge. Donc, c'est comme ça qu'on a lancé Up & Charge en 2021. Donc, le premier incubateur que vous avez rejoint à Up & Charge, c'était le cabinet médical. C'est ça, c'est le cabinet médical. Terrible en termes de secret médical, votre histoire là. Non, alors, mais pas divulgué d'infos après, il n'y avait pas de. Ouais, voilà, c'est juste par rapport à différents patients et c'était plus une logique d'échange avec différents patients pour voir qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et on sous-estime complètement le carnet d'adresse et puis les connaissances d'un médecin. Parce que, évidemment, c'est dans tous les secteurs, donc c'est aussi une certaine expertise. Pluridisciplinaire, donc c'est aussi ça qui est intéressant. Hyper intéressant. Donc du coup, pas du tout de vocation à être sur les chantiers à la base. Non, c'était plus en fait d'un point de vue vraiment B2C, le particulier, où on se dit on veut ça chez soi. Alors derrière, il va y avoir quand même un cadencement du déploiement avec une logique d'abord de cibler les entreprises, les collectivités et les installateurs de bornes, mais avec aussi en ligne de mire le particulier qui est en maison ou en copropriété et qui se dit le câble, pour plusieurs raisons, j'ai envie de l'enlever et d'avoir une recharge sans câble. Oui, c'est sûr. Et sur un environnement encore plus exigeant que l'environnement qui est celui du bâtiment des travaux publics, le cadre qui est très restreint te permet d'avoir ces besoins aussi, de recharger plus simplement, d'avoir un accès à l'énergie plus simple. C'est un gros sujet que vous avez dû aussi voir. C'est quoi les principaux sujets que vous avez vus qui vous ont dit tiens, on va adresser le bâtiment et travaux publics parce que il y a quand même quelque chose à régler, que ce soit du câble ou même juste l'évolution du matériel finalement sur ce secteur. En fait, côté entreprise, le vrai sujet, c'est que le processus de verdissement des flottes, donc du passage électrique, il est compliqué. Il est compliqué puisqu'historiquement, entre guillemets, on avait une carte totale pour son véhicule thermique, on allait à la pompe, c'est fini. Là, il y a une logique de je vais devoir recharger mon véhicule, je vais devoir me trimballer avec un câble. Il y a différents câbles en fonction de la puissance. Est-ce que je passe sur une recharge à domicile, en entreprise, en voirie? Ce n'est pas les mêmes coûts, ce n'est pas les mêmes notions d'autonomie. Alors là, les véhicules ont de plus en plus d'autonomie, les véhicules électriques, mais historiquement, ce n'était pas forcément le cas. Et ça change le quotidien d'acteurs qui peuvent être des gros rouleurs, qui ont besoin de recharger plusieurs fois par semaine, voire par jour, le véhicule. Et aussi des problématiques avec des personnes qui vont faire des marches arrière, manœuvrer, abîmer les bornes. Une borne, ça coûte cher, hein, en fourniture et en installation. Des câbles qui peuvent traîner, qui peuvent causer des accidents. Et un problème d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Parce qu'on pense tous à la recharge pour soi, hein, mais derrière les seniors, les femmes enceintes, les blessés, à la recharge, aller chercher le bon câble, le démêler, brancher, badger, ce n'est pas si simple. Et donc nous, en fait, on vient vraiment répondre à ces cas d'usage-là, avec le volet aussi autopartage, parce que sur ce volet-là, il y a un vrai point qui est, c'est pas mon véhicule, je vais le garer, mais je ne vais pas forcément le brancher ou badger. Donc le véhicule n'est pas rechargé, donc derrière, je ne peux pas faire ma course, donc une perte de productivité. Ok. Donc c'est des cas d'usage en fait qui vont au-delà du simple fait qu'il n'y a plus de câble, je ne me salis pas, c'est simple. Et tu parles de flotte automobile principalement. Est-ce que c'est aussi la flotte d'engins de chantier, par exemple, les nouvelles machines qu'on voit, des machines électriques, des machines qui sont de plus en plus déployées, des machines à zéro émission, notamment sur du chantier urbain, puisqu'au final, en ville, il y avait toutes ces zones de faible émission, et maintenant, sur les chantiers, c'est pareil, on demande à certains usages et faire en sorte que les constructeurs et même les opérateurs aient des machines à faible émission. Est-ce que vous arrivez aussi à vous plugger sur ce genre d'outils ou de véhicules, ou c'est vraiment la première brique et sur ces véhicules plutôt de type automobile ou véhicules plutôt personnels qu'on va utiliser en entreprise? Alors le principal marché à court terme, ce qu'il faut toujours un peu prioriser, c'est les citadines, les utilitaires et les camions. Okay. Ça, c'est le premier marché. Le deuxième marché, donc c'est entre guillemets, des batteries de 40-50 kW à 400, 500, voire 600 pour les gros camions. Okay. Sur les engins industriels, on est généralement plus sur du 48 volts. Okay. Et en fait, ça nécessite des modifications d'un point de vue R&D pour bien recharger efficacement ces outils. Donc, on va le faire, mais ce n'est pas ce qu'on a priorisé à court terme parce que là, on est un peu plus d'une quinzaine et on ne peut pas non plus tout prioriser à l'heure où c'est l'année de l'industrialisation. Donc, il faut aussi qu'on choisisse nos combats. Mais c'est dans le plan de développement. Ok. Non, c'était hyper intéressant pour savoir aussi, pour les personnes qui écoutent, de se dire, tiens, moi, je suis plus l'artisan qui a justement son camion avec des nouveaux usages camions qui sont totalement électriques ou hybrides ou qui sont à recharger, qui va avoir cette idée de, tiens, j'ai une nouvelle solution qui va venir. Et aussi, à court, moyen terme, du coup, à long terme, les personnes qui sont plus dans la partie engins de chantier, travaux publics, qui vont se dire, tiens, si j'ai une flotte électrique, peut-être que Up & Charge, il faut que je les contacte maintenant, au moment où ils sont dans la réflexion, ou plus tard quand ils auront appliqué ce produit. Mais hyper intéressant de voir que vous avez priorisé déjà le marché le plus large, je pense, qui est évident, et surtout un marché qui est le plus déployé pour les artisans, je pense, les utilitaires. Je pense qu'un artisan qui a besoin... Déjà, il y a un sujet qui est important, c'est que quand on a un véhicule à faible émission ou un véhicule à zéro émission électrique, déjà on a accès à des places de parking, de stationnement, qui sont un gros enjeu quand on travaille. Fait que c'est moins cher pour le stationnement. Aussi. Ça, c'est un truc qui rentre en compte de votre... ça rentre dans ce qu'on appelle le TCO, on va dire le Total Cost of Ownership. Parce que quand on prend un véhicule thermique par rapport à un véhicule électrique, que ce soit une citadine ou un utilitaire, de facto, il est plus cher. Par contre, si on prend le coût total de possession sur 4, 5, 6 ans, là, c'est moins cher. En termes après de SAV, en termes de révision, en termes de coût de la recharge par rapport à l'essence, etc. Et donc, c'est pour ça que derrière, il y a des artisans qui se mettent aussi sur ce type de transport. Et nous, on peut aussi bien en fait, répondre à des besoins pour des toutes petites flottes, en dizaines de véhicules, jusqu'à des acteurs qui ont 10, 20, 50 000 véhicules, donc des mastodontes qui doivent se verdir et qui ont besoin d'aide pour le faire. Donc ça, vous avez commencé à le développer à quel endroit? Ça a été basé où? Il est où le cabinet médical? Alors, le cabinet, il est ici, Moulineau. Et l'entreprise, aujourd'hui, on est à 192, nous, on est à Ville-d'Avray, côté de Boulogne, où on a réussi à dénicher un endroit super sympa qui est un ancien garage et où on a mis au même endroit les équipes techniques et business. Ça, c'est un vrai point parce qu'il ne faut vraiment pas avoir différents sites parce que sinon, ça crée des silos, même quand on est des petites structures. Donc ça fonctionne bien. Et on a déployé pour 50 ans en Yvelines, la communauté d'agglomération. Donc, on a installé un carport et on a installé la solution. Également pour une gendarmerie à Esbly, pour qui il y a un besoin je dois partir rapidement en intervention, s'il faut que je pense au gyrophare, au câble, au matériel à embarquer, c'est beaucoup. Donc là, c'est vraiment une notion de je me gare, ça cherche tout seul. Donc, on a co-construit avec ses clients. En fait, on a intégré des briques logicielles et fonctionnel d'un point de vue hardware spécifique. Pour répondre à leurs besoins. Pour Saint-Quentin, on a développé un système de créneau de réservation du véhicule, un peu comme une boîte à clés, entre guillemets, pour savoir de telle heure à telle heure, telle personne qui utilise le véhicule. Une aide au positionnement
pour être sûr qu'on se positionne bien sur la borne pour maximiser le rendement et la recharge. Et côté ministère de l'Intérieur, là, c'est plus sur un volet de je ne peux pas utiliser mon téléphone personnel. Il y a les problèmes de connectique parce qu'il y a des brouilleurs, évidemment, pour les raisons de confidentialité. Comment est-ce que nous, on s'intègre pour remonter les données, pour savoir lorsqu'il y a des éléments optimisés, des pannes à résoudre, etc., des dysfonctionnements, et également avoir quand même un bon rendement et avoir une bonne satisfaction client, parce qu'à la fin, c'est ce qui compte. Et donc, un truc qu'on n'a pas encore vraiment évoqué, mais elle se présente comment la solution AppnCharge? C'est une borne, c'est un logiciel, c'est les deux? Comment ça se présente? Alors, la borne, en fait, c'est un dodan. C'est un dodan, donc une plateforme qui est au-dessus du sol, qu'on raccorde comme n'importe quelle borne. On peut rouler dessus, je veux dire avec un 20 tonnes, donc elle pèse, c'est un gros bébé de 100 kg quand même la borne. C'est un gros rectangle de 100 kg qu'on peut mettre à l'intérieur et à l'extérieur. Et on a un logiciel de supervision qui permet de savoir quand la borne est disponible, indisponible, qui a chargé quand, combien ça a coûté, etc. À terme, on pourra même mettre de l'IA pour optimiser tout ça. Vu que c'est tendance et vu que nous, on peut le faire facilement, c'est bien aussi. Et aussi une application utilisateur. L'application utilisateur servant aux différents usagers, différents employés, de lancer la charge. Et après, la borne, en fait, lorsqu'on se positionne avec le véhicule au-dessus de la plateforme, elle se lève comme les plots métalliques aux alentours des zones piétonnes pour maximiser le rendement. Parce que quand on a certains véhicules avec des gardes au sol basses, c'est facile, entre guillemets, mais dès qu'on a des camions plus hauts, on peut avoir beaucoup de pertes, surtout si on monte en puissance. Et nous, on a tout optimisé avec des brevets, on travaille avec des experts induction, des experts véhicules, pour avoir le meilleur rendement possible. Ouais. Et donc là, c'est là que tu comprends que c'est adressable à la fois une grosse structure qui a une flotte assez conséquente, qui aura besoin de beaucoup de bornes, mais aussi même ça pourrait être l'artisan qui bosse avec une petite équipe, mais qui a quand même besoin d'avoir cette fluidité dans le déplacement pour sa flotte automobile qui est plus réduite. Mais avec une borne, on peut charger et on peut adresser les deux typologies de clients. C'est ça. Et en plus, après, en fonction des clients, collectivités ou entreprises, on ne va pas avoir le même ratio nombre de véhicules par borne. Pour certains, il faut avoir 2 véhicules pour une borne. Pour d'autres, c'est un véhicule pour une borne. Pour d'autres, ça va être 10 véhicules pour une borne. Tout dépend de l'usage, des lieux de recharge, etc. Et c'est pour ça que nous, on peut vraiment simplifier cette partie d'installation sur des sites sur lesquels on est propriétaire et d'autres où on ne l'est pas. Et ça, c'est intéressant parce qu'en parking extérieur, quand il faut creuser un trou, couler un massif en béton, parce qu'on n'a pas de mur, donc il faut bien fixer la borne pour qu'elle ne plie pas quand il y a un coup de vent. Là, ça coûte cher et c'est du génie civil et quand on n'est pas propriétaire, c'est compliqué. Nous, on n'a pas cette problématique-là parce qu'en fait, c'est juste un dodan avec 4 grosses pits. Donc, on peut enlever ou maintenir, surtout quand on n'est pas propriétaire et qu'on déménage. Donc, on a vraiment aussi pensé toute la partie simplicité d'installation. Ok. Et tu dis, il n'y a plus besoin du coup de passer par cette étape de découper la dalle ou aller opérer des travaux. C'est quelque chose qui se positionne et qui peut s'enlever assez rapidement. On peut l'enlever facilement. Après, il y a 100 kilos, quoi. Mais... Voilà, elle pèse 100 kg. Il y a des vis anti-vol quand même pour qu'une personne qui n'est pas agréable ne puisse pas l'enlever. Et le raccordement, entre guillemets, est le même qu'une borne classique par rapport à la puissance. Parce que nous, en fait, on charge le véhicule, on récupère à peu près en 1h30, on passe du 20% au 80%. Donc, on n'est pas sur du superchargeur Tesla très rapide, on n'est pas sur la petite borne Green Up à domicile. Voilà, on est entre les deux pour faire simple. Mais on simplifie l'installation où derrière, ça coûte moins cher, c'est plus simple. Et ça, c'est un vrai gage de facilité aussi pour des grands comptes qui veulent déployer massivement plusieurs centaines de bornes, voire milliers sur plusieurs années. Parce que si à chaque fois qu'ils doivent faire ça, ils doivent casser tout le parking pour faire ça, c'est plus facile quand le parking doit être refait, que toutes les places sont précablées. Mais quand il faut tout casser, etc., c'est beaucoup plus compliqué et ça coûte plus cher. Oui, et surtout si tu le fais par étapes, ça fait mobiliser du génie civil à chaque fois, quoi. Alors que c'est ça. Tu viens, tu te gares, terminé. C'est ça, et c'est vraiment une logique d'écosystème, parce que tout est produit en France et nous recherchons des installateurs partenaires pour nous aider à installer les bornes. Parce qu'on a des gros clients qui vont avoir 50, 100, 1000 sites pour certains. Et nous, on n'a pas la force vive et forcément l'expertise pour tout faire. Donc là, derrière, on aura des partenaires installateurs pour nous accompagner sur la partie appel d'offres et la partie installation et SAV. Et si on recentre un peu sur
sur le secteur qui est le mien, qui est celui de pas mal de specs de Vinci, qui est le BTP. Oui. Comment vous voyez son implantation de votre borne sur des chantiers comment ça a déjà peut-être été déjà effectué sur des éléments liés à la construction et aux travaux publics? Est-ce que le chantier vert va passer par ce genre d'outils à ton avis? Enfin, j'imagine que c'est des questions que vous vous posez aussi. Complètement. En fait, on rentre dans une phase, dans tous les cas, d'optimisation de l'énergie. Parce qu'on sait très bien que avec l'essor des véhicules électriques, à moins de créer 15 réacteurs nucléaires, mais vu le temps que ça prend, vu le coût que ça représente, on ne va pas le faire. Donc, on va être dans des logiques après d'avoir des batteries qui vont stocker l'énergie avec de l'éolien, du photovoltaïque, etc. Nous, on peut se brancher à ça pour déjà charger les bornes. Entre guillemets, les bornes peuvent être déployées même sur un chantier en full autonomie, en 100% autonome, dès lors qu'on a du photovoltaïque et une connexion. Donc, il y a déjà cette logique un peu écosystème d'un point de vue énergétique qu'on intègre. Et puis, nous, on est vraiment dans cette logique aussi de consolidation et production de toutes nos solutions en France, qui peuvent être sur des sites déjà équipés à équiper, qui peuvent être aussi bien pour des flottes internes d'entreprise que pour de l'autopartage sur des aires d'autoroute, potentiellement. Pour aussi toute la partie d'accompagnement que Vinci effectue auprès d'entreprises. Ça, on peut intégrer cette brique énergétique et recharge. Donc, il y a de multiples synergies, même pour de la recharge haute puissance. Ça, on pourra le faire, on va pouvoir monter en puissance aussi, baisser en puissance. Donc, on a un vrai rôle de recharge, d'optimisation de l'énergie. Et on a un peu à la croisée des chemins aussi sur le volet BTP installation, parce qu'il faut évidemment installer ces plateformes-là pour les entreprises à court terme et après pour le particulier. Et est-ce que vous travaillez avec aussi les fabricants de véhicules est-ce que vous êtes en contact avec ces fabricants-là pour aussi que ça soit déjà intégré? Parce que j'imagine qu'il faut quand même intégrer quelque chose au sein du véhicule pour mettre en place la solution. Oui, il faut rajouter ce qu'on appelle un kit induction. En fait, ça ressemble à un vinyle qui est universel, qu'on intègre sur tous les véhicules, quelle que soit la date de déploiement et de mise en circulation. Et c'est une solution qui est interopérable. Donc, on peut avoir d'autres solutions de plateforme ou de kit induction. Donc, on échange avec les constructeurs. Ça prend du temps, toujours. Mais on échange avec les différentes business units des constructeurs. Parce qu'on va avoir certains sujets sur les citadines, d'autres les utilitaires, d'autres plutôt les camions. Donc, on essaie de rentrer par les différentes portes. L'objectif étant que ce soit une option lors de l'achat ou du leasing du véhicule. Okay. Et ça, ce serait vraiment super. Ça simplifierait toute la partie installation. Oui, le déploiement surtout. Déploiement, on pourrait rentrer aussi dans des logiques de package où derrière nous, on gérerait toute la partie déploiement, installation, SAV, logiciel. Donc, on est dans cette phase-là à l'heure où des gros constructeurs se mettent déjà sur l'induction, qui est une super nouvelle pour nous, et aussi pour les véhicules autonomes. Parce que s'il faut payer quelqu'un pour brancher le câble, c'est un peu dommage. Donc, il y a aussi cette brique qui arrive bien plus vite que ce qu'on aurait pu penser. Et actuellement, vous êtes toujours l'équipe fondatrice, vous êtes toujours les mêmes équipes. Est-ce que vous êtes encore dans tout ce qui est réflexion autour du produit, ou est-ce que là, le produit, vous avez arrêté la réflexion et maintenant vous essayez de passer à l'échelle, vous essayez de déployer au max? Là, le produit il est stabilisé, on est en cours d'industrialisation. Donc, on est en train de voir ce qu'on peut optimiser d'un point de vue fonctionnalité, d'un point de vue coût, d'un point de vue qualité et timing, parce qu'il ne faut pas retarder les déploiements. Donc, on est en plein dans ce vrai sujet en ce moment. On a plusieurs centaines de bornes qu'on veut déployer cette année. Et on a déjà des gros clients qui veulent tester et se mettre sur cette partie campagne de prévente. Mais en tout cas, on est prêt. Et après, il y aura d'autres évolutions de produits, mais on fera par phase. Ouais. On fera par phase, mais l'avantage étant d'avoir une borne qui est quand même suffisamment puissante pour répondre à 95% des besoins des entreprises. Ouais. Et après, on proposera aussi des bornes un peu moins puissantes, encore plus compétitives d'un point de vue prix, pour massivement déployer la solution au sein des acteurs qui veulent se verdir. Il va me rester une dernière question sur ce sujet vraiment produit, environnement de Up & Charge. Moi, il y a une question qui m'est en tête depuis le début de cette discussion, c'est que à l'origine, c'est la mise en relation au sein d'un cabinet, etc. Est-ce que le cabinet médical est équipé d'une borne Up & Charge? Pas encore, tout simplement parce qu'on s'est dit, bon, on avait peu d'unités à l'époque, on cible d'abord les entreprises. Mais oui, en fait, c'est beau.
les fondateurs ont plusieurs véhicules électriques et donc on est en train de se dire il faudrait quand même installer une borne. Donc c'est en pleine réflexion là-dessus et ça nous permettra aussi de monter sur d'autres plateformes de véhicules qu'on n'a pas encore traitées, qu'on sait faire mais qu'on n'a pas encore traitées. Ça m'intéressait de savoir parce que ça aurait été une belle boucle de se dire que le cabinet où l'idée et la mise en relation a été faite est équipé et aussi utilisateur. C'est ça, et puis c'est beau parce que ça permet aussi au directeur technique qui a eu la première idée, qui à l'époque a juste montré qu'il arrivait à allumer plusieurs ampoules avec un transfert induction, de se dire on est passé de ça à une première recharge sur un véhicule, mais sur une borne on ne pouvait pas rouler dessus, à une borne maintenant déjà déployée depuis plus d'un an chez 2 gros clients, et là on a une dizaine d'unités qu'on va déployer qui fonctionnent. Donc, Ok, hyper intéressant. Et là, dans le cadre de notre échange, on est là parce que c'est le Launch Day Léonard du programme SEED 2026. Pourquoi justement vous avez choisi ce timing-là, cette année 2026, pour candidater au programme? Parce que c'est une année d'accélération pour nous, à la fois d'un point de vue commercial avec d'importants partenariats qu'on souhaite tisser avec différents acteurs du BTP. Okay. C'est aussi une année de test des cas d'usage. On a besoin de savoir auprès des différentes filiales de Vinci et d'autres groupes qu'est-ce qui prend le mieux. Est-ce que c'est la partie véhicule autonome? Est-ce que c'est la partie véhicules en autopartage qui sont pas rechargés? Est-ce que c'est la partie PMR? Est-ce que c'est la partie réduction des coûts d'installation ou des coûts d'exploitation? Voilà, on a beaucoup d'intuitions, d'hypothèses là-dessus et on a besoin de tester ça, d'avoir le retour terrain en bienveillance, parce que c'est là aussi ça l'avantage d'un incubateur, c'est que on a un peu bichonné entre guillemets par rapport à un client qu'on va contacter directement, tout en ayant une approche très pragmatique. Parce que les acteurs de Vinci, les différentes entreprises de Vinci, c'est très pragmatique sur le terrain concret. Donc ça nous permet d'avoir le vrai retour terrain tout de suite et de voir si on est trop tôt, pas assez tôt, comment sont perçus les différents arguments de vente, est-ce qu'on les priorise différemment. Voilà, ça c'est une vraie année de test et aussi une année pour tisser les partenariats avec les différentes filiales pour déployer. Et là, aujourd'hui, toi, vu que tu es là depuis ce matin, depuis l'accueil de toute cette nouvelle promo SEED 2026, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'entrée en matière de ce programme? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que tu as déjà en tête et que tu imagines déployer avec soit l'incubateur, avec le partage, avec le programme SEED, ou avec même d'autres fondateurs? J'imagine que ça permet aussi de confronter vos expériences avec d'autres fondateurs qui sont dans le programme. Alors déjà, la première chose, parce qu'il y a peut-être 3 éléments. La première chose, c'est que toutes les startups qui sont incubées pour cette accélération ont déjà des échanges avec Vinci, et nous, c'est notre cas, ce qui montre une certaine maturité des projets. Deuxième élément, c'est que dès le premier jour, on rencontre une panoplie d'acteurs de différentes business units de différents pays. On n'attend pas, entre guillemets, le mi-programme, fin programme ou quoi au caisse. Et derrière, aussi, le troisième élément, c'est que tout va être bien centralisé et suivi pour avoir le chef du programme qui va nous pousser derrière à avoir les bons échanges avec les bonnes personnes, avoir les bons tests. Et ça, je dirais que c'est rare. On a fait plusieurs incubateurs et c'est rare d'avoir tout ça en un, avec une vraie approche pragmatique et de marché, parce que derrière, c'est ce qui fait que l'entreprise fonctionne et se déploie et fonctionne bien ou pas. C'est hyper important de retrouver ça. Je pense que c'est ce que recherche, je pense, un fondateur, tu vois, de ne pas juste être rassuré dans son idée, mais d'être accéléré, accompagné et confronté aussi, puisque tu parles de pragmatisme, mais c'est pas juste d'être dans un lieu comme Léonard, c'est d'aller sur le terrain, de tester le produit et tout. Et ça, c'est hyper important quand tu es fondateur ou même juste gérant d'entreprise, d'avoir la réalité du terrain qui est confirmée ou pas confirmée, qui te permet de faire des choix hyper importants. Et écoute, c'est hyper satisfaisant d'entendre de ta part et de la part d'autres fondateurs qui sont passés sur le micro de 6h du Bat aujourd'hui qu'ils sont ravis d'intégrer le programme SEED et que même au premier jour, ils ont déjà des perspectives qui viennent en tête, des envies, des choses qu'ils ont envie de faire. On va arriver à la fin de notre échange, Mara. C'était hyper intéressant d'en apprendre plus sur Open Charge. J'espère que tu as passé un bon moment ce matin sur 6h du Bat à l'occasion du Launch Day 2026. Et écoute, voilà. Merci d'être venu sur le micro. Merci à toi. Et c'est la fin de notre série Programme SEED, Programme 2026, le Launch Day 2026, le Launch Day. On se retrouve très vite, dans tous les cas, pour rêver de nouveaux BTP. J'espère que tu as apprécié ce nouvel épisode sur 6h du Bat. Si ce n'est pas déjà le cas, je te laisse t'abonner et laisser 5 étoiles. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour rêver de nouveau le BTP.